1er avril 1945. Le maréchal Walter Model scrute les cartes dans son quartier général. Son groupe d'armée B, fort de 300 000 soldats allemands, est encerclé dans la campagne. Région industrielle. Les forces américaines du Nord et du Sud ont refermé l'étau. Model envoie des messages urgents à Berlin pour demander l'autorisation d'une tentative de percée, mais le haut commandement allemand. C'est quelque chose que Model a encore du mal à accepter. Il n'y a nulle part où s'échapper. Au sud de la campagne, la 3e armée du général George Patton a anéanti toutes les voies de fuite. Francfort, prise le 29 mars, le fleuve principal, franchi, le centre de l'Allemagne. Grand ouvert. Les commandants allemands, analysant la situation stratégique, ont pris conscience de la vérité catastrophique. Patton n'a pas refermé l'étau, mais il a détruit toutes les issues. La plus grande reddition massive du théâtre occidental est désormais inévitable. Non pas en raison d'un encerclement serré, mais parce que l'avancée de Patton au sud de la poche a rendu toute tentative de fuite vaine. Voici l'histoire de la façon dont la percée de la 3e armée a transformé la poche de la RUR. Un problème tactique en une catastrophe stratégique pour l'Allemagne. Alors que les planificateurs alliés se concentraient sur l'encerclement de la région industrielle de la RUR fin mars 1945, la 3e armée de Patton menait des opérations qui allaient déterminer si cet encerclement avait une quelconque importance. La question stratégique n'était pas simplement de savoir si les forces américaines pouvaient piéger le Model Army Group B à l'ouest du Rhin. Elle était de savoir si les forces allemandes dans la poche auraient un refuge viable, même en cas de percée des lignes alliées. La réponse de Patton à cette question fut apportée par une rapidité et une audace qui ont anéanti les plans de défense allemands dans toute l'Allemagne centrale. Dans la nuit du 22 mars 1945, des éléments de la 3e armée traversèrent le Rhin à Oppenheim sans opposition, établissant une tête de pont à environ 16 km au sud des mines. La traversée prit les défenseurs allemands totalement au dépourvu. Ils avaient anticipé des traversées plus au nord et avaient déployé leurs réserves limitées. En conséquence, Patton téléphona à Bradley le lendemain matin avec une satisfaction typiquement franche, notant que la traversée avait été réalisée sans bombardement aérien, ni fumée au sol, ni préparation d'artillerie, ni assistance aéroportée. Une allusion claire aux ressources massives que Montgomery employait pour sa traversée du Rhin, prévue pour le 23 mars. L'impact opérationnel fut immédiat et dévastateur pour la planification défensive allemande. Dès le 21 mars, les éléments avancés de la 3e armée avaient atteint le Rhin et le Main, positionnant leurs forces pour pénétrer profondément en Allemagne centrale une fois les têtes de pont établies. Le corps de David lance un assaut sur le Rhin à Oppenheim le 22 mars et pilonne les défenseurs allemands, élargissant rapidement la tête de pont face à une résistance désorganisée. En quelques jours, plusieurs corps de la 3e armée traversent le Rhin et avancent vers l'est avec l'élan qui avait caractérisé leurs opérations depuis la Normandie. Francfort tombe aux mains des forces de la 3e armée le 29 mars. Après d'intenses combats urbains, la prise de la ville revêt une importance stratégique, au-delà de sa valeur symbolique en tant que métropole allemande majeure. Plus important encore, la 3e armée s'empare d'un pont principal au sud de Francfort et positionne une autre force le long du fleuve, face à Hanau, à 16 km à l'est de Francfort. Ces points de passage permettent à Patton de frapper dans la vallée principale du fleuve et potentiellement de couper le nord et le sud de l'Allemagne, empêchant toute retraite coordonnée des Allemands ou toute défense en profondeur. La vitesse de l'avancée de la 3e armée dépasse même les projections alliées les plus optimistes. Le lendemain de la traversée du Rhin, Patton frappa avec audace et ils parcoururent près de 50 km à travers et autour de Darmstadt avant d'entrer dans Francfort. Les unités allemandes qui tentaient d'établir des positions défensives trouvèrent les blindés américains déjà à l'arrière avant même que les fortifications ne soient achevées. L'impact psychologique fut dévastateur. Les commandants allemands qui avaient planifié des retraites en combattant se rendirent compte qu'ils manquaient de temps pour exécuter ces plans.
avant que les forces américaines ne submergent leur position. La cohésion défensive allemande au sud de la RAR s'effondrait sous cette pression. La 7e armée, qui était chargée de défendre le triangle du Sarpalatina, avait été anéantie lors de l'opération Underton à la mi-mars. Du 29 janvier au 22 mars, la 3e armée captura 140 112 soldats ennemis et en tua ou blessa 99 000 autres, éliminant ainsi pratiquement la totalité des 7e et 1er armées allemandes. Il ne s'agissait pas seulement de pertes sur le champ de bataille. Il représentait la destruction de formations militaires organisées, qui auraient pu mener des opérations coordonnées pour les planificateurs du haut commandement allemand, qui suivaient l'évolution de la situation. Depuis Berlin, la percée de Patton créa un scénario cauchemardesque, même si le groupe d'armées B parvenait à se frayer un chemin hors de l'encerclement du Roar, où iraient ses forces. Les lignes défensives au sud de la poche n'existaient plus. La 3e armée les avait détruites. Les commandants allemands, en consultant les cartes de situation, pouvaient voir les colonnes américaines progresser, sans opposition apparente à travers des régions qui auraient dû être défendues par plusieurs armées allemandes. Le constat était inévitable. La poche du Roar n'était pas seulement encerclée tactiquement, elle était isolée stratégiquement, rendant toute tentative de percée inutile. Si Patton était retenu, les Allemands devraient suivre sa vitesse, ce qu'ils n'ont jamais fait. Cette analyse des observateurs contemporains résumait le problème fondamental auquel étaient confrontés les commandants allemands. Patton ne menait pas une campagne méthodique qui laissait le temps à la préparation défensive. Il menait une guerre de mouvement qui rendait la planification défensive obsolète, avant même qu'elle puisse être mise en œuvre. Les unités allemandes, au sud de la ligne, ne tenaient pas de position. Elles étaient submergées ou contournées avant de pouvoir établir une résistance cohérente. Le 25 mars, la 1re armée du lieutenant-général Courtneage perça les lignes du pont de Remagan, avec 3 corps principaux progressant rapidement vers l'est. Le rythme était extraordinaire, 19 km. Le premier jour, 32 km le deuxième. Le 28 mars, la 1re armée avait atteint Gay et Marberg, à 130 km de la ligne de départ. L'avancée ne se résumait pas à la distance parcourue. Il s'agissait de la position atteinte. La 1re armée était désormais profondément enracinée à l'intérieur de l'Allemagne, positionnée pour pivoter vers le nord et achever l'encerclement de la ruée par le sud, tandis que la 9e armée, sous les ordres du lieutenant-général William Simpson, approchait par le nord. Les 2 armées américaines se rencontrèrent près de Lippstadt le dimanche de Pâques, 1er avril, peu après midi. L'encerclement était alors achevé. Le groupe d'armée B, composé de 5 corps de la 5e armée blindée et de 2 corps de la 15e armée, totalisant plus de 300 000 hommes, était prisonnier dans une poche d'environ 120 km de long et 48 km de large. Sur le papier, cela représentait la dernière force allemande significative à l'ouest capable d'une résistance organisée. La question était de savoir si cette force pouvait-elle être extraite ou devrait-elle se rendre sur place. Model prit immédiatement conscience de la gravité de sa situation. Officier prussien, formé à la guerre défensive, il comprit qu'être encerclé n'était pas automatiquement fatal si des voies d'évasion pouvaient être ouvertes. L'histoire offrait des exemples de percées réussies. De l'encerclement de Narva en 1944 aux opérations de plus petite envergure tout au long des campagnes du front de l'Est. Mais une percée réussie exigeait 3 éléments critiques: un point faible dans les forces d'encerclement, une mobilité suffisante pour concentrer rapidement les forces et un lieu stratégique pour percer. La situation de Model ne réunissait aucun de ces 3 éléments. Les forces américaines encerclantes n'étaient pas faibles. Les 1re et 9e armées disposaient de plusieurs divisions blindées positionnées pour contenir les forces allemandes et réagir rapidement à toute tentative de percée. La supériorité aérienne alliée était absolue, rendant tout mouvement allemand d'envergure en plein jour suicidaire.
Mais le facteur le plus dévastateur était ce qui se trouvait au-delà de l'encerclement. Les officiers d'état-major de Model, en examinant les cartes, pouvaient constater que, même en cas de percée réussie, les forces allemandes se retrouveraient dans des régions déjà déferlées par l'avancée américaine. La position de la 3e armée au sud et à l'est de la poche signifiait que toute percée dans ces directions serait vaine. Les communications dues au commandement allemand pendant cette période révèlent la paralysie stratégique engendrée par la percée de Patton. Le maréchal Albert Kessler, commandant suprême allemand à l'ouest, reçut les demandes urgentes de Model concernant des directives sur les opérations de percée. Les réponses de Kessler révèlent une structure de commandement qui s'efforçait de maintenir la fiction d'une défense cohérente tout en faisant face à la réalité de l'effondrement des capacités militaires allemandes. Les ordres exigeaient de tenir toutes les positions, mais ces ordres ne pouvaient être exécutés, car les positions n'existaient plus, ou étaient encerclées par les forces américaines. La situation au sud du Rhin était particulièrement catastrophique pour les plans allemands. La 3e armée ne se contentait pas d'avancer, elle accélérait sa progression. À la mi-mars, les opérations excentrées, Saritan et Kaiserslautern, menées par Walker, furent lancées. Fin mars, ces mêmes forces avaient franchi le Rhin et le Main et pénétraient en Allemagne centrale, avec une résistance minimale. Chaque jour apportait son lot de nouvelles avancées américaines, de nouvelles villes prises, de nouvelles unités allemandes détruites ou dispersées. La profondeur défensive qui aurait pu permettre aux forces de Model de se réorganiser après une percée était tout simplement inexistante. Model demanda l'autorisation de tenter une percée vers le sud-est, espérant rejoindre d'autres forces allemandes et établir de nouvelles lignes de défense. La réponse de Berlin fut dévastatrice. Ce que cela révélait de la pensée stratégique allemande à ce stade de la guerre. Plutôt que d'autoriser des opérations de repli réalistes qui auraient pu permettre de préserver des forces pour la poursuite de la résistance, les ordres enjoignaient au groupe d'armée B de maintenir ses positions et de bloquer les forces américaines. Cette décision reflétait à la fois une paralysie militaire et une rigidité idéologique. Replier était synonyme de défaitisme et d'idéologie nazie. Même lorsque le maintien des positions ne servait aucun objectif stratégique, les soldats allemands piégés dans les positions les plus reculées comprenaient leur situation avec une lucidité brutale. Les rapports de renseignements issus des interrogatoires de prisonniers révélaient une baisse du moral et une reconnaissance généralisée de la défaite. Nombreux étaient ceux qui se disaient prêts à se rendre plutôt que de mourir pour une cause perdue. Les officiers étaient confrontés à des choix impossibles, obéir à des ordres militairement inutiles et tenter des replis non autorisés qui pourraient sauver la vie de leurs hommes, mais qui seraient considérés comme de la trahison. La structure de commandement qui avait rendu le Wehrmacht redoutable pendant 5 ans se fracturait sous une pression à laquelle elle n'avait jamais été conçue pour résister. Le maréchal Walter Model avait acquis sa réputation de commandant défensif le plus éminent d'Allemagne en stabilisant des fronts qui s'effondraient, grâce à un leadership offensif et à une grande habileté tactique. Sur le front de l'Est, il avait empêché à plusieurs reprises les percées soviétiques de se transformer en déroute totale. Ce succès lui avait valu le commandement du groupe d'armée B et la responsabilité de la défense du RAR, le cœur industriel du Reich. Mais en avril 1945, Model se trouvait confronté à une situation qu'aucune stratégie défensive ne pouvait résoudre. La poche du RR présentait un dilemme sans issue viable. Ses forces étaient encerclées mais pas encore anéanties. La poche était nouvellement formée. Les unités allemandes conservaient encore leur cohésion. Les stocks de munitions étaient suffisants et les approvisionnements alimentaires, bien que limités, restaient adéquats. Sur le papier, le groupe d'armée B, fort de près de 300 000 hommes, pouvait continuer à se battre pendant des semaines et immobiliser des forces américaines importantes. C'était exactement ce que Berlin exigeait. Mais Model comprenait ce que Berlin refusait d'accepter. Tenir la poche n'avait aucun intérêt stratégique s'il n'y avait nulle part où se replier. Même en cas de percée, les rapports provenant de l'extérieur de la poche dressaient un tableau cohérent. Les armées américaines avançaient presque sans opposition. Les défenses allemandes s'effondraient, avant même d'avoir pu être organisées, et les structures de commandement se désintégraient à mesure que les quartiers généraux étaient submergés.
L'avancée de Patton à travers l'Allemagne centrale signifiait que la poche n'était pas seulement encerclée. Elle était devenue stratégiquement insignifiante. Model demanda initialement l'autorisation de percer vers le sud de l'Allemagne ou la Tchécoslovaquie où subsistait encore une certaine résistance organisée. Militairement, le plan était judicieux. Il offrait au moins la possibilité de préserver des forces pour la poursuite des opérations. Berlin le rejeta purement. Les ordres exigeaient que le groupe d'armées B tienne toutes les positions et continue la résistance pour immobiliser les forces alliées. Une instruction davantage guidée par l'idéologie que par la logique militaire. Model était alors confronté à une crise personnelle et morale. En tant qu'officier prussien, l'obéissance était ancrée dans son identité. Désobéir aux ordres risquait d'être accusé de trahison. Y obéir signifiait sacrifier ses soldats sans gain stratégique. La tension était palpable. Dans ses évaluations de plus en plus pessimistes à ses subordonnés, à la mi-avril, la poche de résistance s'effondrait. Les forces américaines la réduisirent. Méthodiquement, la puissance aérienne dominait le ciel. Les approvisionnements s'épuisaient et les soldats allemands se rendaient en nombre croissant, non par manque d'armes, mais par prise de conscience de l'inutilité de la situation. Le 15 avril, Model réunit ses commandants supérieurs. Certains affirmaient que la poursuite de la résistance était un massacre inutile. D'autres insistaient sur le fait que le devoir exigeait l'obéissance à Berlin. Incapable de concilier l'honneur et la réalité, Model prit sa décision finale. Le 17 avril, il dissolut l'état-major du groupe d'armées B et laissa les commandants subordonnés décider eux-mêmes de combattre ou de se rendre. Puis, Model se réfugia dans une forêt près de Doesburg. Ce qui suivit devint l'une des conclusions les plus tragiques de la guerre. Durant les 2 dernières semaines de la poche de résistance, les commandants allemands, à tous les niveaux, attendirent des directives de Berlin qui leur fourniraient une stratégie cohérente face à leur situation inextricable. Ces directives ne vinrent jamais. Au contraire, les communications dues au commandement allemand, pendant cette période, révélèrent une structure de commandement qui avait perdu le contact avec la réalité militaire et qui donnait des ordres fondés sur des convictions idéologiques plutôt que sur une évaluation opérationnelle. Le décalage entre les attentes de Berlin et la situation réelle des forces du RR créa un vide de commandement qui accéléra l'effondrement de la poche. La réponse due au commandement allemand à l'encerclement de la rue doit être comprise dans le contexte de la fin avril 1945. Les forces soviétiques se rapprochaient de Berlin par l'Est. Les armées alliées occidentales avaient franchi la Rhine en plusieurs points et progressaient à l'intérieur de l'Allemagne. Les stocks de carburant allemands étaient épuisés. La production industrielle s'était effondrée sous les bombardements incessants. La structure de commandement de la Wehrmacht se fragmentait, les communications étant coupées et le quartier général submergé. Dans ce contexte, la poche de la ruée représentait non pas un revers tactique surmontable, mais la confirmation que la capacité militaire allemande avait été fondamentalement détruite. Pourtant, les communications officielles de Berlin continuaient de refléter des attentes déconnectées de ces réalités. Les ordres prescrivaient au groupe d'armées B de maintenir ses positions indéfiniment, de mener des contre-attaques locales pour soulager la pression, de maintenir la discipline et le moral des troupes. Ces ordres auraient pu être appropriés plus tôt dans la guerre, lorsque les forces allemandes possédaient la mobilité, la logistique et l'appui aérien nécessaire à l'exécution d'opérations complexes. En avril 1945, ils relevaient de l'utopie. Les unités allemandes stationnées dans la rivière manquaient de carburant pour leurs véhicules, subissaient des attaques aériennes constantes et étaient coupées de tout ravitaillement et de tout renfort. Elles ne pouvaient exécuter les opérations exigées par Berlin, car les capacités militaires nécessaires n'existaient plus. L'aspect le plus dévastateur des communications dues au commandement allemand était ce qu'il taisait. Il n'y avait aucune reconnaissance du fait que la percée de Patton au sud de la rivière avait rendu l'encerclement stratégiquement obsolète. Il n'y avait aucune évaluation réaliste de l'utilité de la poursuite de la résistance, si ce n'est pour retarder l'inévitable. Il n'y avait aucune
Autorisation de repli organisé qui aurait pu permettre de préserver des forces pour poursuivre la résistance ailleurs. Au lieu de cela, l'insistance idéologique exigeait que les soldats allemands se battent jusqu'au dernier, quelles que soient les circonstances militaires, alliés à des menaces de sanctions sévères, pour tout commandant qui autoriserait une reddition. Cela créa des situations impossibles pour les officiers allemands, à tous les niveaux, les commandants de compagnie et de bataillon, voyant leurs soldats mourir dans des combats insignifiants, voulaient se rendre mais risquaient l'exécution, pour trahison s'ils le faisaient sans autorisation. Les commandants de division et de corps d'armée, qui comprenaient les enjeux militaires,